Bonjour, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Je m'appelle Diane Bérard, je suis journaliste de Solutions indépendantes. BDC m'a invité à animer cet événement exceptionnel. C'est un plaisir pour moi d'animer l'événement Perspectives économiques spécialement conçu pour la semaine de la PME cette année. Le sujet qui préoccupe tout le monde est l'avenir de l'économie, bien sûr, et son impact sur nos entreprises. Avant de commencer, j'aimerais passer en revue quelques règles de base afin que nous puissions tous profiter d'une expérience harmonieuse aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez localiser le champ des questions et réponses sur votre écran. Vous pourrez y poser vos questions et écrire à notre équipe technique au besoin. Cet événement se déroulera en français. La version anglaise a lieu aujourd'hui à 11h30 et l'enregistrement sera accessible sur le site web de la Semaine de la PME de BDC. Notre invité aujourd'hui est Pierre Cléroux, vice-président recherche et économiste en chef de BDC. Bon matin, Pierre. Bonjour, Diane. Bonjour. Depuis 25 ans, Pierre se consacre à analyser les tendances importantes de l'économie et des affaires et à en extraire des stratégies pratiques à l'intention des propriétaires d'entreprises comme vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous avons 45 minutes pour cette séance. Pour donner le coup d'envoi, Pierre prendra quelques minutes pour nous donner un aperçu de la situation économique. Il parlera également de certaines tendances majeures qui définissent nos réalités et ce qu'elles signifient pour les propriétaires d'entreprises comme vous. Préparez vos questions parce que tout de suite après la présentation de Pierre, nous passerons directement à la période de questions. Pierre, explique-nous ce qu'on doit savoir sur l'économie à l'heure actuelle et l'impact et les conséquences pour les entreprises et leurs entrepreneurs. Bonjour tout le monde. On va faire ça en deux temps. D'abord, on va regarder justement la croissance économique et on va regarder également quelles sont les grandes tendances qui sont en train de changer notre environnement d'affaires. Donc d'abord, parlons de l'économie canadienne. On voit ici que le PIB a décliné beaucoup l'an passé, tout le monde le sait à cause de la pandémie, mais la reprise a été forte au début et elle s'est un petit peu essoufflée depuis le début de l'année. Donc on était surpris comme économiste de voir qu'au deuxième trimestre, on a eu même une croissance négative. Donc, on ne doit pas s'en inquiéter. Je vais montrer dans les prochaines minutes que la croissance va être solide encore pour le reste de l'année, pour 2022. Mais il y a quand même des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, d'approvisionnement, de fluctuation des prix. Et c'est ce qui explique qu'on a eu un ralentissement au deuxième trimestre. La bonne nouvelle, c'est qu'on a récupéré tous les emplois qu'on a perdus au Canada. On le voit sur le tableau. On a perdu 3 millions d'emplois au Canada. Et à chacune des vagues, on peut le voir, on a perdu des centaines de milliers d'emplois. La bonne nouvelle, c'est qu'au mois de septembre, on a rattrapé, on a rejoint le niveau d'emploi qu'on avait avant la pandémie. La bonne nouvelle aussi, c'est que même si nous sommes au milieu de la quatrième vague, on n'a pas perdu d'emploi cette fois-ci. Et nous pensons que la raison, c'est que le taux de vaccination au Canada est très élevé. Donc, la quatrième vague a beaucoup moins d'impact sur l'économie. 72 de tous les Canadiens sont doublement vaccinés. C'est le taux le plus élevé de tous les pays du G7. Donc, on se compare avantageusement avec les autres pays développés, particulièrement avec les États-Unis. Donc, qu'est-ce qui explique notre optimisme pour les 2 prochaines années? En fait, il y a 3 facteurs qui vont stimuler la croissance. Le premier, c'est les consommateurs. Les Canadiens ont augmenté leur richesse au cours des 12 derniers mois. Comme vous le savez, il y a eu des programmes gouvernementaux qui ont aidé les Canadiens qui ont perdu leur emploi. Le marché immobilier a augmenté, donc si vous avez une maison, probablement que vous êtes plus riche aujourd'hui qu'il y a 12 mois. Et les investissements à la bourse ont beaucoup augmenté aussi. Donc, au total, les Canadiens sont plus riches. Non seulement les Canadiens sont plus riches, mais ils ont beaucoup épargné l'an passé. Bon an, mal an, les Canadiens épargnent pour environ 18 milliards à chaque année. En 2020, ils ont épargné pour plus de 200 milliards. C'est vraiment un record. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de choses qui nous étaient limitées, donc on ne pouvait pas voyager, etc. C'est un bon temps pour économiser, mais c'est aussi l'incertitude qui fait en sorte que les consommateurs épargnent davantage. Donc ça, c'est des excellentes nouvelles parce que ça veut dire que les consommateurs sont en bonne position pour consommer. Et on le voit, la consommation des biens a augmenté après avoir diminué pendant la pandémie. Nous sommes à 4,5 plus élevés qu'avant la pandémie. Du côté de l'habitation, on voit bien qu'il y a eu un boom immobilier l'an passé. L'effet s'estompe présentement, mais les ventes de maisons sont encore plus élevées présentement
qu'avant la pandémie. Donc, les consommateurs ont de l'argent dans leur poche, dans leur compte de banque, et ils dépensent. Ce sera le principal moteur de la croissance pour les 2 prochaines années. Du côté des entreprises, les nouvelles sont bonnes. 76 des PME sont rentables, mais on le voit qu'il y a quand même 29 qui nous disent oui, on est rentable, mais ce n'est pas facile. Et donc, il y a encore beaucoup d'embûches, il y a beaucoup d'enjeux encore dans notre économie. Pénurie de main-d'œuvre, problème d'approvisionnement, fluctuation des prix. Donc, ce n'est pas facile d'opérer dans cette post-pandémie. Cependant, la situation s'améliore beaucoup. Pierre, je ne veux pas être rabat-joie, mais j'aimerais ça que tu me dises, c'est quoi l'enjeu que les PME sous-estiment systématiquement, surtout en ce moment? Je pense que c'est la pénurie de main-d'œuvre. OK. Parce que tout le monde est conscient qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais beaucoup d'entrepreneurs pensent que c'est temporaire à cause de la pandémie. Et non pas structurel, parce qu'ils pensent que c'est conjoncturel, genre la main-d'œuvre a disparu, mais elle va revenir. Exactement. Alors qu'il faut se souvenir qu'avant la pandémie, on avait une pénurie de main-d'œuvre. Mais je pense que la pandémie, ça nous a tellement traumatisés qu'on a oublié comment était l'avant. Oui, tout à fait. Et cet enjeu-là, malheureusement, va être avec nous pour probablement 10 ans. C'est ça qu'on dit. Il faut se préparer. C'est une décennie de pénurie de main-d'œuvre. Tout à fait. Et ça prend donc des solutions à long terme. On va y revenir un peu plus loin parce que c'est vraiment un enjeu important. Mais donc, à ne pas sous-estimer, c'est pas conjoncturel, c'est un problème structurel. Tout à fait. Donc, les investissements des entreprises ont repris. Ils ne sont pas retournés au niveau d'avant la crise. Cependant, ils s'améliorent à chaque trimestre. Et si on remarque, il y a beaucoup de chiffres là, sur le graphique, mais en rouge, ce sont les investissements en technologie. Et on remarque que les investissements en technologie sont plus élevés aujourd'hui qu'avant la pandémie, ce qui est une excellente nouvelle. Finalement, la troisième raison qui nous rend optimistes, c'est que nos exportations sont revenues au niveau d'avant la crise. L'économie américaine fonctionne très bien, donc la demande pour les produits et services canadiens, c'est très encourageant. Donc, notre prévision, c'est que la croissance cette année sera 5,2 %, croissance forte, malgré les enjeux qu'on a qui réduit un petit peu la croissance. Et l'an prochain, en 2022, on aura une croissance forte, beaucoup stimulée par la consommation. Les consommateurs ont de l'argent, ils vont la dépenser et ça va aider l'économie canadienne. La deuxième partie, c'est 4 tendances qu'on voit qui sont en train de changer notre environnement d'affaires. La première, on a parlé un peu, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Et vous savez, la principale raison, c'est le fait qu'on vieillit au Canada. Et on voit ici l'âge médian qui est rendu à plus de 40 ans. Il était seulement de 26 en 1971. Donc, on avait une jeune population. Beaucoup de gens rentraient sur le marché du travail. Alors que là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui sortent du marché du travail. Beaucoup de gens ont plus de 65 ans. Beaucoup de gens prennent leur retraite. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui reviennent sur le marché du travail. Justement, j'aimerais ça qu'on reste sur la pénurie de main-d'œuvre parce qu'on semble penser que c'est beaucoup une pénurie au niveau des employés de premier niveau. On parle beaucoup de plusieurs métiers. On a parlé de l'hôtellerie, on a parlé de la restauration, mais ce que je lisais récemment, c'est qu'il commence à avoir une pénurie de cadres. Donc, les gens qui prennent leur retraite, qui étaient cadres, il semblerait que ce n'est pas facile de les remplacer non plus. Donc, cette pénurie de main-d'œuvre-là commence à prendre un autre visage aussi. Tout à fait. Et la raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. On parle là, au Canada, de millions de Canadiens qui vont quitter le marché du travail pour prendre leur retraite. Donc, c'est difficile de remplacer cette masse-là. On le voit bien sur le graphique. En rouge, c'est en fait le nombre de Canadiens, c'est le bassin de travailleurs. En bleu, c'est l'emploi. On voit qu'on a créé un écart, bien avant la pandémie d'ailleurs. Donc, il y a une bonne nouvelle là-dedans. Le taux de chômage a baissé. Et il y a beaucoup de Canadiens qui se sont trouvés un emploi qui avaient de la difficulté peut-être de s'en trouver avant parce qu'ils sont moins qualifiés, etc. La mauvaise nouvelle, c'est du côté des entreprises. Et là, il y a beaucoup moins de choix, c'est beaucoup plus difficile. Et la pandémie a accéléré ce phénomène-là parce qu'on a eu moins d'immigration que dans le passé à cause des restrictions. Et ce que ça me dit, cet écart dans la courbe, c'est que le rapport de force est en train de changer. Donc, si pendant des décennies, il y avait des demandeurs d'emploi qui postulaient partout, maintenant, c'est l'entreprise qui est en demande d'employés. Donc, il y a comme une posture mentale à changer chez l'entrepreneur de dire, là, c'est moi qui ai besoin de trouver des employés, non pas des employés qui ont besoin de se trouver un emploi. Donc, ça change la donne, ça. Tu as tout à fait raison. En fait, dans les 30 dernières années, il y avait une abondance de travailleurs. On avait les baby boomers quand ils étaient jeunes, ils étaient nombreux, donc ça a créé beaucoup de gens qui rentraient sur le marché du travail. Maintenant, ça va être l'inverse. Donc, le point important,
c'est qu'il va falloir gérer différemment. Mm. Dans le passé, on embauchait des gens qui avaient de l'expérience, des gens qu'on connaissait souvent. Mhm. Dans le futur, ça va être de plus en plus difficile de trouver ces gens-là. Donc, il faudra regarder le marché du travail autrement. On a fait une étude qu'on a rendue publique récemment. On a regardé auprès de 1200 entreprises quelles sont les meilleures stratégies. Donc, Mhm. pas nécessairement ce qui est le plus populaire, parce que le Non, plus c'est pas la même populaire, chose. des fois, c'est Mhm. juste d'augmenter les salaires. Mhm. Mais ce qui fonctionne le mieux, Mhm. en fait, c'est la première stratégie, c'est d'investir en technologie et en automatisation. C'est pas un réflexe, hein. C'est un petit peu difficile. Ça coince un peu de ce côté-là, hein. J'entends souvent dire qu'on est en retard, que les entrepreneurs, c'est pas nécessairement la première stratégie qu'ils ont envie de prendre. Oui, parce qu'on a souvent l'impression que c'est Mm. très coûteux et c'est Ouais. très difficile. Mhm. La technologie a changé beaucoup. C'est beaucoup plus facile maintenant d'utiliser la technologie et c'est moins coûteux que ça l'était. Et c'est aussi disponible dans tous les secteurs de l'économie. Quand on parle d'automatisation, on parlait surtout du secteur Ben manufacturier. oui, ben oui. Mais aujourd'hui, on le voit dans le secteur des services. Hein. Mhm. On a juste à aller dans une pharmacie ou dans Ben une oui. épicerie. Les On caisses, voit les les caisses fameuses maintenant caisses, beaucoup ouais. plus automatiques. Mhm. Même les restaurateurs ont investi en technologie, par exemple pour les réservations. Mhm. Donc, ça sauve. La technologie ne remplace pas des gens, Non. mais elle remplace des tâches. Ouais. Donc, quand on C'est bien remplace dit, des ça. tâches, Mhm. ça libère du temps pour les autres employés, puis on a besoin de moins d'employés. Pour des employés qui donnent au service, qui sont peut-être plus en lien avec la clientèle, donc qui ont une valeur ajoutée. Donc, il y a des idées reçues à défaire au niveau de l'automatisation. Ce Tout que à fait. j'entends, c'est vraiment dans la tête des gens, c'est beaucoup manufacturier. Donc, c'est vraiment de regarder, je ne suis pas dans le secteur manufacturier, mais comment l'automatisation peut m'aider à éliminer des tâches pour que mes gens puissent se consacrer j'ai moins de gens, donc il faut que je les consacre à ce qui est important. Tout à fait. Et Mhm. la technologie change rapidement, donc c'est beaucoup plus facile de le faire aujourd'hui. Mm. Deuxième élément qui nous a un peu surpris dans notre étude, il y a beaucoup de propriétaires de PME qui embauchent directement à partir de leur réseau. Mhm. Bon, c'était probablement une très bonne stratégie dans le passé, mais dans le contexte où est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, dans le contexte où est-ce que tout le monde cherche des travailleurs, il faut avoir un processus un peu plus formel, avoir des descriptions de tâches, s'annoncer sur les réseaux sociaux, vendre son entreprise C'est ça. comme étant un bon employeur. Hein. Vous savez, on met beaucoup de On temps parle et de la d'argent. marque employeur, un employeur de choix. Exactement. On vend nos produits, nos services, Mhm. mais on oublie de se vendre comme employeur. Et ça, c'est devenu de plus en plus important. 3, s'assurer que notre régime, notre rémunération globale Ouais. soit compétitive. Donc, ça, c'est pas juste le salaire, ce sont les ça. bénéfices, ce sont la flexibilité Ouais. du temps de travail. Beaucoup de gens maintenant recherchent ça. Et le dernier est aussi très important, c'est de diversifier nos sources de travailleurs. Vous savez, dans le passé, on aimait embaucher des gens qui ont 10 ans d'expérience, qu'on connaissait. Ouais. Bon. Aujourd'hui, c'est très difficile de faire ça. Il y a des groupes de travailleurs qui ont encore de la difficulté à se trouver un emploi. C'est le cas des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas On de... attend on ne veut pas les embaucher tout de suite. Hein? Exactement. Mais là, il faut. Mais là, il faut les former, etc. Les gens qui sont plus âgés, plus que 65 ans, de plus en plus, les gens veulent travailler, rester sur le marché du travail. Eux aussi ont de la difficulté à se trouver un emploi. Moi, je ferais le pont entre le 3 et le 4 parce que le régime de rémunération globale avec la flexibilité vient rejoindre les différentes sources de travailleurs parce que les travailleurs plus âgés vont demander une flexibilité. Tout à fait. T'sais, ils ont le choix peut-être de ne plus travailler. Donc, si on veut les garder en emploi, il faut ajuster peut-être la semaine de travail, ajuster le lieu de travail. Donc, les deux sont liés, là. Tout à fait. Si on veut rejoindre différents bassins de travailleurs, il faut changer ce qu'on considère comme une rémunération globale avantageuse. Et ça, c'est un excellent point, parce qu'il n'y a pas, malheureusement, de solution magique. Hein. J'aimerais bien vous dire qu'il y a une solution, mais il n'y en a pas. Non. C'est un ensemble de solutions, dépendamment de votre secteur, dépendamment de votre modèle d'affaires. Donc, il faut appliquer. Mais chose certaine, c'est que le marché du travail a changé. Et il va changer, il va demeurer difficile là, pour les 10 prochaines années. Donc, il faut gérer les ressources humaines différemment. Il faut regarder à la main-d'œuvre d'une façon bien différente de ce qu'on a fait dans le passé. Donc, c'est ça qui est important de se souvenir. Ça prend des solutions à long terme parce que c'est un enjeu qui va durer avec nous pendant quelques années. La deuxième tendance qu'on voit, c'est le commerce en ligne. Bon, ce n'est pas une nouvelle tendance, mais les chiffres montrent que la pandémie a fait exploser le commerce en ligne. En fait, à un moment donné, les volumes étaient 3 fois plus élevés qu'avant la pandémie. On voit le Noël dernier, là. Exactement. Hein? Donc, on est plus élevé que les Noëls. Et ce que ça fait, c'est qu'il faut absolument avoir une meilleure présence en ligne. Et on l'a vu pendant la pandémie, beaucoup d'entreprises
ont investi pour avoir amélioré leur présence en ligne. Donc ça, c'est vraiment très important parce que c'est une tendance qui, on ne reviendra pas en arrière. Hein. On va continuer d'augmenter. Comme consommatrice et comme journaliste, j'ajouterais que ce n'est pas juste augmenter la quantité de présence, mais la qualité. Je pense qu'on en est rendu à avoir des attentes comme consommateur d'un minimum de qualité de site web aussi. Donc, ce n'est pas juste avoir une présence, de dire j'ai une présence en ligne, mais on s'attend à ce que le site web soit attrayant aussi. Tout à fait. Donc, il y a un investissement à faire. Ce n'est pas juste c'est assez bon. Oui. Tout à fait. Et on voit que, encore là, la technologie s'est beaucoup développée. Oui. C'est moins coûteux, c'est plus facile à faire. Et souvent, les gens disent, mais je ne peux pas concurrencer des grandes plateformes que je nommerai pas. Mais en fait, les gens qui ont du succès vendent à la fois sur leur site Internet et vendent à la fois sur des plateformes. Absolument. Parce que c'est des réseaux qui sont différents, c'est complémentaire. Oui. Troisième tendance qu'on voit, c'est le télétravail. Bon, le télétravail a explosé aussi pendant la pandémie. Au début de la pandémie, 40 des Canadiens travaillaient de la maison. Aujourd'hui, on est descendu à 25 mais 25 c'est quand même un travailleur sur 4. Et on est convaincu, d'après nos recherches, que c'est une tendance qui va rester. Donc, à la fin, quand tout ça, la COVID-19 sera disparue et qu'on reviendra à la situation normale, on va encore faire du télétravail pour deux raisons. D'abord, les entreprises ont vraiment changé leur perception là-dessus. 74 des entreprises nous disent, à la fin de la crise, il y aura des gens chez nous qui vont travailler à partir de la maison, soit une partie de la semaine ou la semaine au total, parce qu'ils ont investi en technologies qui permettent à leurs travailleurs de faire ça. Ils se sont aperçus qu'il n'y a pas de diminution d'efficacité, il n'y a pas de diminution de rendement. J'ai rien vu qui disait qu'il y avait une diminution de production. Et de l'autre côté, eh bien, les gens aiment le télétravail. Ils aiment le télétravail pour toutes sortes de raisons. 54 des Canadiens disent que la possibilité du télétravail est importante pour ces gens-là avant de postuler ou d'accepter un nouvel emploi. Donc, quand on parlait plus tôt de revoir les politiques d'embauche, les employés ou les gens qui postulent vont le demander. Ils le demandent. Vais-je pouvoir faire du télétravail? Donc, comme entrepreneur, il faut être prêt à répondre à cette question-là. Vais-je pouvoir offrir le télétravail? Combien de jours? Quelle flexibilité je suis prêt à offrir? Tout à fait. Et c'est une tendance qui va demeurer parce que la technologie nous permet de le faire. Finalement, la quatrième tendance qu'on voit, c'est l'urgence climatique. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'en tant qu'individu, en tant qu'entrepreneur, on doit agir pour l'environnement. On voit que notre étude démontre qu'il y a quand même une transition qui se fait. Il y a des entreprises qui ont commencé. Il y a environ 20 des entreprises canadiennes qui sont considérées comme très avancées. Donc, ils ont pris des actions concrètes pour réduire leur impact sur l'environnement. Ils calculent même leur émission carbonique. Il y a 54 qui sont en transition, donc qui ont commencé, et il y a 26 là, qui sont des débutants. Mais pourquoi on l'a mis comme tendance, c'est qu'on voit que les entreprises auront de plus en plus d'obligations dans les prochaines années. Les gouvernements imposent maintenant des taxes sur le carbone. Ces taxes-là vont augmenter avec le temps. Donc, le fardeau financier va devenir plus important si on ne fait rien. Donc, c'est important d'agir. On pense aussi qu'il y a de plus en plus de pression de la part des consommateurs, de la part des grands donneurs d'ouvrages qui ont des obligations, donc ils vont chercher des fournisseurs qui peuvent les aider. Donc, c'est un enjeu aussi qui devient de plus en plus important. J'ajouterais qu'on a connu les accords de Paris. Donc, au cours des accords de Paris, les pays se sont engagés à certaines réductions de gaz à effet de serre. Le mois prochain, on a la COP 26 à Glasgow, où les pays vont encore se réunir, les chefs d'État, pour dire quelles vont être leurs cibles de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est un effet domino, parce qu'à partir du moment où mon pays s'est engagé à réduire ses gaz à effet de serre, les grandes entreprises vont être obligées de contribuer. Et au bout de la chaîne, c'est un effet domino, les entrepreneurs vont être obligés aussi. Donc, le gouvernement va dire, OK, comment le secteur d'affaires, le secteur économique va m'aider à rencontrer, parce qu'il y a les consommateurs qui vont être obligés de contribuer à la réduction des gaz à effet de serre, mais il y a les entrepreneurs aussi. Donc, c'est sûr que la pression augmente beaucoup, beaucoup sur les entreprises et on va voir, suite aux engagements que le Canada va prendre, comment ça va se traduire pour les entreprises. Donc, c'est une tendance à ne pas sous-estimer. Donc, en conclusion, la croissance économique va être solide pour la fin de 2021 et pour 2022. Une croissance qui va être beaucoup stimulée par les consommateurs qui ont épargné, qui ont de l'argent dans leur
compte d'épargne dans leur poche. Donc, c'est une croissance là, qui va être vraiment focusée sur la consommation. Ceci dit, il y a des changements dans notre économie. La pandémie a changé des choses. On voit que l'adoption des technologies est vraiment plus nécessaire que jamais pour le commerce en ligne, pour le télétravail qui est devenu très populaire et aussi pour la pénurie de main-d'œuvre. Donc, notre environnement change, mais dans un contexte de faible taux d'intérêt et de croissance économique. Finalement, il est temps de réduire notre empreinte carbone. Je pense que tout le monde reconnaît l'importance d'aider de réduire notre impact sur l'environnement et il y aura de plus en plus d'incitatifs ou de pression sur les entreprises pour le faire. Mais c'est important de dire des incitatifs positifs et négatifs parce que ce ne sera pas juste des punitions, il va y avoir des récompenses aussi. Donc, les entreprises vont effectivement être plus taxées, les consommateurs vont être plus taxés, mais il va y avoir des incitatifs positifs à bien faire, à réduire. Donc, il y a des gains à aller chercher aussi. Tout à fait. Les entreprises qui sont dans le groupe de tête par rapport à la réduction de leur empreinte carbone vont se retrouver avec plus de contrats. Au bout de la ligne, c'est ça que ça veut dire. Il y a beaucoup d'opportunités aussi parce que on doit innover pour réduire notre impact sur l'environnement. Donc, on y gagne en innovant aussi. Exactement. Il y a des entreprises qui vont se spécialiser. Déjà, par exemple, nous, à la BDC, on a un groupe de Clean Tech. Donc, c'est des entreprises qui vont bénéficier de ce virage. Donc, c'est important. Il y a des gains à faire. Il ne faut pas voir ça seulement de façon négative. Et on parle aussi du secteur financier. Il y a certains tests qui ont été faits de réduire les taux d'intérêt. Donc, je fais un prêt, j'ai un prêt, mais si je respecte certains engagements climatiques, certains bailleurs de fonds vont offrir des réductions de taux. Donc, il y a des gains à faire sur toute la ligne à réduire l'empreinte carbone. Ce qui est important de se souvenir, c'est qu'on est dans un environnement qui va être positif pour les prochaines années. Mais il va falloir gérer nos entreprises un peu différemment parce qu'il y a eu beaucoup de changements au cours des 2 dernières années. Mais c'est bien. Positif, mais il va falloir s'adapter. Mais merci beaucoup, Pierre. Ce sont tous des changements très importants. J'espère que tous ceux et celles qui nous regardent ont trouvé l'information aussi utile que moi. Maintenant, on va commencer à répondre à certaines questions qu'on nous a posées. Mais d'abord, permettez-moi de vous rappeler certaines règles de base que j'ai présentées plus tôt. Comme notre objectif est de répondre au plus grand nombre de questions possibles, nous vous remercions à l'avance d'être concis et précis lorsque vous posez des questions sur la présentation de Pierre. Pour soumettre vos questions, cliquez simplement sur le volet de questions et réponses et entrez vos questions. Pendant qu'on va entendre les premières questions, je vais commencer à vous en poser en 2, Pierre. Oui. Donc, c'est quoi les principaux risques de l'économie? On a dit que c'est un contexte positif, mais il y a quand même sûrement des risques. Quels sont-ils? Oui, en fait, le risque qu'on suit le plus, je dirais, c'est l'inflation. On le sait, l'inflation a augmenté, rendu à 4,1 %. Donc, on est beaucoup plus élevé que ce qu'on avait l'habitude de voir au Canada. On pense que beaucoup de cette inflation-là, c'est temporaire, dû à la pandémie. Donc, il y a eu beaucoup de déséquilibres dans les marchés. Par exemple, le prix du bois a triplé parce que le marché de l'habitation va très bien, parce que beaucoup de gens ont décidé de rénover. Et là, le prix du bois revient un petit peu à la normale. Donc, il y a eu beaucoup de déséquilibres temporaires. Cependant, on est quand même un peu inquiet parce qu'on voit que les salaires augmentent au Canada. Et ça pourrait avoir un impact plus à long terme sur l'inflation. Donc ça, c'est un risque. Pour l'instant, on pense que le risque est assez contrôlé. On ne pense pas que ça va avoir un impact sur la hausse des taux d'intérêt, mais c'est clair que c'est quelque chose qu'on suit de très près. Donc, tu vois, tu parles de la hausse des salaires. On y revient toujours à cette pénurie de main-d'œuvre. Hein? On y revient toujours. Tu vois, le risque d'inflation, la hausse des salaires, c'est vraiment en toile de fond pour les 10 prochaines années. Là. Ça devrait vraiment être en haut de la liste des réunions des comités de direction puis des réunions des entrepreneurs. En fait, on pense, là, maintenant qu'on a presque terminé avec la pandémie. Bon, les choses ne sont pas revenues à la normale complètement, mais il reste qu'on est beaucoup avancé. L'enjeu numéro 1 des prochaines années, ça va être la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il faut voir les décisions d'affaires à travers ce prisme-là, à travers le prisme de la pénurie de main-d'œuvre. Parce qu'il faut s'assurer qu'on prenne les bonnes solutions, les bonnes stratégies pour continuer d'être capable de croître notre entreprise. Parce qu'on le voit, là, la pénurie de main-d'œuvre fait en sorte qu'il y a des entreprises qui refusent des nouveaux clients, refusent qui doivent réduire les heures. Qui doivent réduire. On voit des restaurants qui sont ouverts juste la moitié de la semaine. Donc, il faut adapter des stratégies à long terme, parce que c'est un enjeu à long terme. Puis si, pour garder la main-d'œuvre, il faut augmenter les salaires, bien, à quelque part, il faut être plus efficace ailleurs. Tout à fait. Tout se tient. Tout à fait. OK.
Donc, on a parlé de l'inflation. On pourrait peut-être aller avec la première question, si on en a déjà qu'on a Oui. reçu de nos entrepreneurs. Donc, gênez-vous pas. Pierre est là pour répondre à vos questions. C'est le temps, profitez-en. Vous avez un expert qui fait ça tous les jours. Donc, on a une première question de Lynn Monette. Vente en ligne et employés à distance. Comment faire pour pallier? OK. Vente en ligne et employés à distance. Comment faire pour pallier les écarts entre l'employeur, vendeur et consommateur? OK. Bien, en fait, ce qui est important, c'est de bien comprendre notre clientèle. Mhm. Donc, la vente en ligne, évidemment, on encourage ça, mais c'est pas, ça dépend de notre modèle d'affaires. Ouais. Il y a des entreprises que, selon leurs produits ou leurs services, c'est plus difficile de faire ça. Mhm. Mais quand on le fait, la première chose, il faut d'abord comprendre ce que nos consommateurs ont besoin. Mhm. Où est-ce qu'ils mettent de la valeur? Est-ce OK. que c'est la qualité du produit? Est-ce que c'est dans la livraison? D'abord comprendre ça. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est d'ajuster leur modèle d'affaires. OK. Parce qu'on a vu dans le passé des entreprises qui sont en allées en ligne et qui faisaient très bien. Et après un an ou deux, 30 de leur chiffre d'affaires était en ligne. Sauf qu'ils avaient oublié de réduire leurs coûts au niveau de leur magasin. OK. Donc là, il y a un débalancement. Donc, la vente en ligne, c'est une stratégie globale. Il faut réfléchir à ça. C'est pas juste, je démarre un site puis ça va vendre tout seul. Exactement. Et tu dis quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que le consommateur valorise? Donc, est-ce que c'est que le produit soit livré rapidement ou est-ce que c'est la qualité plus que le produit? Est-ce que c'est la diversité, la profondeur de gamme aussi? Peut-être qu'il y a des clients qui ne veulent pas tant d'offres en ligne parce que des fois, des entreprises ne mettent pas toutes leurs offres en ligne non plus. Tout à fait. Et donc, l'important, c'est de bien comprendre nos consommateurs, ils viennent chez nous pourquoi. Mhm. Et aussi, même si dans le secteur manufacturier, il y a beaucoup d'entreprises qui vendent à d'autres entreprises, Ouais. et ils disent, bon, c'est pas nécessaire. Mais nos études démontrent que même quand on achète des produits pour notre entreprise, le premier endroit où est-ce qu'on va, c'est en ligne. OK. Donc, c'est pas juste les consommateurs là, comme vous et moi, c'est aussi le B2B. Mhm. Souvent, ils ne vendent pas en ligne, mais d'avoir un catalogue et d'expliquer les OK. produits, c'est très utile. Donc là, on se pose la question aussi, est-ce que c'est transactionnel ou pas transactionnel? Parce que là, tu viens de dire un catalogue. Donc, parfois, mon client veut un site transactionnel. Parfois, peut-être qu'il veut un catalogue puis il va aller acheter directement après. Mais c'est ça qui va l'inciter ou non à aller acheter vers moi. Tout à fait. Donc, la solution elle est différente dépendamment des produits qu'on vend. Donc, c'est pas, je me mets à vente en ligne. Là. Non, il y a beaucoup faut vraiment y réfléchir. En fait, c'est dans granulaire. nos services conseils qu'on offre à la BDC, c'est intéressant quand les gens veulent faire la transition vers le commerce en ligne. La première chose qu'on dit, c'est pas d'investir, c'est de réfléchir, d'avoir une stratégie qui est une stratégie globale. Après ça, on investit selon ce qu'on a, la direction qu'on veut prendre. Ce sont de très bons conseils de penser de façon granulaire parce qu'effectivement, on n'a pas nécessairement comme consommateur le même comportement en ligne qu'en personne. Hein? Tout à fait. On est la même personne, mais on peut avoir des comportements différents. Quand je vais en ligne, je n'ai pas toujours les mêmes réflexes que si j'étais dans un magasin. Oui, et beaucoup de Canadiens vont en ligne pour magasiner. C'est ça. Donc, c'est important d'être présent parce que si on n'est pas présent en ligne, on est comme invisible. Après ça, souvent, ils vont aller au magasin pour justement toucher. Parce qu'ils ont identifié quelque chose qui les intéresse. Mais encore là, je reviens à l'attraction du site. Maintenant que les prix ont baissé, qu'il y a beaucoup de gens qui ont développé une expertise pour faire des sites web, il faut être difficile, il faut prendre le temps. Il faut que notre site soit attrayant. Tout à fait. Parce que c'est une vitrine. C'est la vitrine. Aujourd'hui, c'est notre vitrine. C'est ça, exactement. 87 des Canadiens, la première réaction qu'ils ont, c'est d'aller en ligne. C'est ça. Donc, il faut penser que c'est la même chose que la vitrine sur rue. C'est comme une vitrine sur rue. On soigne notre vitrine sur rue, bien, il faut soigner le site web aussi. Tout à fait. Alors, on y va avec une autre question. Alors, bonjour. La technologie comme solution face à la crise de main-d'œuvre ne s'applique pas nécessairement pour les détaillants et distributeurs de produits et services. Quelle solution vous recommandez? Merci. Donc, on parle de distributeurs, de détaillants pour des produits et des services. Oui. En fait, vous avez raison, la personne qui a posé la question. C'est pas une solution qui s'applique à toutes les entreprises. Il
Il faut vraiment voir, en fait, il n'y a pas une solution magique, malheureusement. Mhm. Il faut vraiment voir notre modèle d'affaires et comment, parmi les différentes solutions, je mentionnais tantôt de vendre davantage son entreprise en ligne pour redorer, pas redorer, mais améliorer notre image comme employeur, non seulement au niveau de... Donc, voir, être capable d'expliquer ce qu'on offre, nous, comme compensation globale, Mhm. au-delà du salaire. Donc, est-ce qu'on offre de la formation? Est-ce qu'on offre une possibilité de progression dans Mhm. l'entreprise? Est-ce qu'on offre du temps plus flexible? Donc, des choses qui sont recherchées. Je le disais aussi tantôt, il faut regarder le marché du travail différemment aujourd'hui. Donc, il y a des groupes dans notre société qui ont plus de difficultés à se trouver un emploi. On parlait des très jeunes qui n'ont pas Mhm. d'expérience, des gens plus âgés qui veulent Mhm. toujours travailler, des gens qui sont issus d'immigration. Vous savez, le taux Mhm. de chômage des immigrants au Canada est beaucoup plus élevé que des gens qui sont nés au Canada. Donc, il y a des bassins. Donc, ça en est des différentes solutions. Puis je vais terminer, j'ai dit tantôt, c'est vrai que la solution technologique ne s'applique pas à tous, mais on voit maintenant qu'il y a des technologies qui peuvent s'appliquer presque à toutes les entreprises. Donc, par exemple, c'est pas nécessairement, là, on ne peut pas remplacer un camionneur par de la Mhm. technologie ou un vendeur dans un commerce, mais on peut remplacer certaines tâches, par exemple à la caisse. Hein. Mhm. On voit de plus en plus des caisses automatiques Oui. là, ou des robots caissiers. Ce qui permet que Euh, mes employés fassent autre chose, comme servir les clients. Exactement, Mhm. exactement. Il y a des systèmes de gestion interne qui peuvent remplacer des tâches et qui peuvent nous faire sauver du temps. Donc, il y a quand même des technologies qu'on peut appliquer sans, sans solutionner tout notre enjeu de pénurie de main-d'œuvre. Si on reste sur l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre, il y a aussi la requalification parce que dans un marché abondant, quand la main-d'œuvre était abondante, on pouvait avoir tendance à mettre certains employés de côté, certains employés qui sont à notre emploi, en disant, bof, je vais le remplacer parce que. Mais peut-être que maintenant, il faut penser à le ou la former de façon continue pour que cette personne-là garde des compétences. Parce qu'avant, c'était peut-être un peu facile de dire, oh, je vais le remplacer. Là, c'est comme peut-être faut-il investir davantage dans cette requalification et dans cette formation continue. Oui, et on voit que les entreprises investissent de plus en plus en formation. Mhm. Donc, ils vont aller chercher des gens qui ont moins d'expérience, ils les forment, ou ils vont prendre des gens à Bien, c'est ça l'interne. que je veux dire. Le bassin à l'interne dont on aurait disposé en disant je vais trouver quelqu'un d'autre, là, peut-être qu'il faut voir ça autrement puis dire je vais prendre soin de ma main-d'œuvre, je vais m'arranger pour que ses compétences soient toujours à niveau parce que je ne vais pas nécessairement trouver quelqu'un sur le marché. Tout à fait. Et c'est aussi vrai pour les gens qui veulent quitter pour prendre leur retraite. Il y a Mhm. des gens qui resteraient si on leur offrait la possibilité de travailler 2 ou 3 jours par Mhm. semaine. Donc, il faut être plus créatif qu'avant. Il faut se poser plus de questions qu'avant parce que avant c'était facile. On allait sur le marché du Bien, travail, c'est on ça, recrutait des gens. exactement. Donc, il va falloir être beaucoup plus créatif. Puis peut-être qu'il va falloir investir plus longtemps parce que j'ai l'impression que certains employeurs avaient un comportement de désinvestir dans leurs employés passé un certain âge. Donc, on ne les mettra pas à niveau parce qu'ils s'en vont bientôt. Donc là, de continuer à investir dans un employé quand il y a 50, 55, de dire, mais c'est important que tu continues à être à niveau parce que tu risques de travailler pour moi encore un certain temps. Tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'il faut faire ça aussi. On a une autre question ici. Ah oui. Quels sont les secteurs qui auront le plus de difficultés d'ici 5 ans? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des secteurs, là, ça va tirer plus. Puis, des fois, c'est un peu antinomique parce que je sais que le secteur des technologies s'est très bien porté pendant la pandémie. Mais on a en même temps un problème de recrutement dans ce Ouais. secteur-là. Donc, un secteur peut avoir de la difficulté économiquement, mais il peut être très rentable et avoir de la difficulté aussi. Oui, tout à fait. Mais je vais changer la question OK? parce que on a souvent l'impression de regarder qu'il y a des secteurs qui sont qu'on appelle mous ou des secteurs qui performent moins bien, mais c'est surtout des entreprises qui performent moins bien. Ah, Il y a des entreprises qui ont du succès dans tous les secteurs. Hein. Par exemple, on a souvent pensé que le secteur de la fabrication du meuble est un secteur qui on était en a en parlé train de longtemps, oui. décliner, Mhm. mais on voit qu'il y a des entreprises qui ont changé le modèle d'affaires et qui ont beaucoup de succès dans ce secteur-là. Donc, moi, j'aimerais mieux parler d'entreprises qui vont avoir de la difficulté. Bonne Et je ne veux distinction. pas être redondant, mais des entreprises qui n'investiront pas en technologie, qui ne seront pas capables d'améliorer leur efficacité, qui ne seront pas capables d'avoir une meilleure présence en ligne, c'est des entreprises qui vont être en difficulté dans 5 ans.
Il y a vraiment un momentum d'investissement en technologie. Vos compétiteurs investissent pour s'améliorer, pour réduire leurs besoins de main-d'œuvre, pour devenir plus efficaces. Donc, quel que soit le secteur, les entreprises qui vont avoir de la difficulté dans 5 ans, ce sont des entreprises qui investissent moins. Et je vais terminer là-dessus sur cette question-là. On a regardé avec Statistique Canada, sur une période de 10 ans, quelles étaient les entreprises qui avaient le plus de croissance. Et on s'est aperçu que l'élément le plus important, bon, il y a l'investissement en technologie, etc., c'est la productivité. La productivité, c'est une mesure d'efficacité. Ouais. Hein? Avec le même nombre de travailleurs, est-ce que je suis capable de produire plus parce que j'ai des meilleurs processus, parce que j'ai investi dans des meilleurs équipements, etc. En fait, les entreprises qui ont une bonne croissance, ce sont des entreprises qui sont plus productives. Donc, si vous regardez 5 entreprises aujourd'hui, on peut vous dire laquelle va avoir le plus de succès dans les 10 prochaines années. C'est celle dont le niveau de productivité est le plus élevé. Et productivité, ça ne veut pas dire de faire travailler nos gens plus fort. Mais c'est ça, il faut faire attention au C'est message qu'on lance. mais Là. ça veut dire d'améliorer notre efficacité. En améliorant la façon dont on fait les choses, souvent en investissant en technologie pour remplacer certaines tâches. Mais si vous voulez avoir du succès à long terme, vous devez mesurer votre productivité. Et on a un outil à la BDC qui est gratuit. Vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a un outil qui s'appelle Mesure de productivité. Non seulement vous êtes capable de mesurer votre productivité, mais vous êtes capable de vous comparer avec vos pairs, de façon anonyme, là, qui sont dans le même secteur que vous. Donc, au niveau du succès, c'est beaucoup plus à l'entreprise qu'au secteur. Moi, j'aurais envie, puisque tu as ouvert la porte de la productivité, de parler de bonheur. De parler de bonheur au travail. Parce que dans tous les secteurs, il y a des entreprises qui se distinguent et qui sont, ah, j'ai vraiment, on entend dire, les gens dire, j'ai vraiment envie de travailler là. C'est là que je veux travailler. Donc, la productivité, oui, c'est une question de processus, de méthode, d'automatisation, de technologie, mais c'est aussi une question de bonheur. Les gens sont productifs quand ils sont heureux. Quand on leur donne un environnement de travail qui est sain, quand on leur donne une culture d'entreprise à laquelle ils peuvent s'identifier, quand ils sentent que leur employeur fait une différence. D'ailleurs, en pandémie, il y a beaucoup de gens, étonnamment, ça surprend beaucoup quand on dit ça, mais il y a quand même un tiers des gens qui ont changé d'emploi en pleine pandémie parce qu'ils ont eu du temps pour réfléchir, parce qu'ils se sont dit, est-ce que mon emploi me rend heureux? Est-ce qu'il correspond à mes valeurs? Est-ce qu'il répond à ma quête de sens? Donc, la productivité, c'est aussi lié au bonheur. Puis le bonheur, bien, je pense que les entrepreneurs ont beaucoup de contrôle. Hein. On ne parle pas d'une multinationale, on parle de PME. Donc, les entrepreneurs ont du contrôle sur le climat de travail, sur le bonheur, l'indice de bonheur dans leur entreprise. Donc, ça aussi, ça compte. Et ça va compter de plus en plus parce que, compte tenu, on l'a dit, c'est de plus en plus difficile de recruter des gens. Donc, c'est une notion qui va compter de plus en plus. On avait une question qui a disparu, mais j'ai eu le temps de la voir. Il y a une maison d'enseignement qui nous écrit pour nous dire, on entend parler de pénurie de main-d'œuvre. Nos jeunes gradués appliquent, postulent pour des emplois, puis ça leur prend une éternité puis ils veulent aller dans des PME, puis ça leur prend une éternité avant qu'on leur réponde. Fait qu'ils se découragent, puis ils vont voir ailleurs. Donc, comment on explique ça? S'il y a une pénurie de main-d'œuvre, est-ce qu'il y a un problème d'organisation? Est-ce qu'on a parlé un petit peu plus tôt de la posture mentale, là? Est-ce que la posture mentale des entrepreneurs est justement pas encore assez ajustée puis qu'ils ne réagissent pas assez vite? Bien, je pense qu'on a parlé tantôt d'avoir un processus formel d'embauche et c'est là que ça devient très important. Parce que, comme je le disais, le marché du travail a changé. Donc, il faut vraiment avoir un processus d'embauche qui est plus structuré, qui va sur les réseaux sociaux où est-ce que les jeunes sont beaucoup pour maximiser nos chances de recruter. Donc, ça devient beaucoup plus important aujourd'hui que ça l'était dans le passé. On ne peut plus utiliser la même méthode parce qu'il y a vraiment une rareté. Et on le disait aussi, les jeunes ont plus de difficultés à se trouver un emploi parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Mais c'est le futur aussi. Donc, des fois, ça vaut la peine d'embaucher quelqu'un qui a moins d'expérience, de les former à l'interne et on va les avoir comme travailleurs pour longtemps. Donc, ça demande à la fois de formaliser le processus d'embauche, mais de formaliser l'accueil aussi.
Parce que si on est habitué à recruter des employés qui sont d'expérience, au jour 1, ils sont fonctionnels et productifs. Là, c'est sûr que si j'embauche des jeunes diplômés, bien, il va falloir que j'ai une structure d'accueil, de mentorat, de pairage. Donc, c'est ça aussi. Il ne faut pas juste penser en amont au recrutement, mais comment je vais les accueillir pour qu'ils s'intègrent bien dans mon entreprise. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut, comme je disais, il faut voir ça différemment parce que le marché du travail a bien changé. Là, ici, on a une question qui est un peu un cri du cœur, puis je pense que ça va rejoindre beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, depuis tout à l'heure, on parle de tous les défis, hein? L'automatisation, les changements climatiques, la pénurie de main-d'œuvre. Ça risque d'augmenter beaucoup les dépenses. Oui, à moyen terme, il y a des opportunités, mais comment on résiste pendant cette transition-là? Donc, c'est une question très terre-à-terre, mais ô combien importante, de comment je fais dans tous ces investissements-là pour tenir le coup? Oui. En fait, c'est une bonne question. La bonne nouvelle, c'est que pour les prochaines années, l'économie va bien performer. Il y a vraiment une augmentation de la demande qui vient des consommateurs. D'abord parce que beaucoup de gens ont épargné, ont dépensé moins à cause de la pandémie au cours des dernières années. Le revenu disponible des Canadiens augmente, donc leur richesse augmente. Donc la bonne nouvelle, c'est que la demande auquel vous allez faire face, vraisemblablement, va augmenter. Le défi, c'est l'offre. Bon, ça reste un défi, mais c'est plus facile. Quand on a des demandes pour nos produits, c'est plus facile là, de trouver une façon avec l'offre. Je ne vous dis pas d'augmenter vos prix, mais selon nos études, 60 des PME augmentent leurs prix présentement pour faire face justement à cette transition qu'on parle dans la question. Donc, il faut voir, c'est différent. Chaque entreprise est différente, chaque secteur est différent. Quand on est une petite entreprise, évidemment, on n'a pas d'impact sur le prix du marché, Non. mais on peut essayer de voir s'il n'y a pas de marge de manœuvre de ce côté-là pour nous permettre justement de faire cette transition-là. Il faut regarder aussi au gain d'efficacité. Si on est capable d'être plus efficace en changeant nos façons de faire, en investissant en technologie, ça va nous permettre justement d'investir dans ce qu'on a besoin pour assurer notre croissance. Mais c'est une période difficile, j'en suis bien conscient. Il faut le reconnaître. Puis on est... Tout à fait. Ouais. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction, c'est que la demande va être forte, mais ça va demander des ajustements parce qu'on est encore dans cette période de post-pandémie qui est très exigeante, hein, compte tenu de l'augmentation des prix des intrants, les difficultés d'approvisionnement, la pénurie de main-d'œuvre, c'est exigeant présentement. Et quand on parle, on a dit un peu plus tôt que pendant la pandémie, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc on a accumulé l'argent dans notre bas de laine. Là, on recommence à dépenser, mais est-ce que aussi la demande peut avoir changé? Est-ce que pendant la pandémie, justement, quand je dis qu'il y a des gens qui ont changé d'emploi pour être plus arrimés à leurs valeurs, est-ce que comme consommateur, ce 18 mois-là nous a changé? Peut-être pas. Mais je vous pose la question, est-ce que ça se peut que les entreprises doivent aussi se demander si dans leur offre de produits ou de services, c'est encore tout ça que les consommateurs veulent? Ouais. Il y a eu des changements temporaires, je dirais. Là. Par exemple, on a parlé tantôt, les gens ont beaucoup rénové leur maison parce qu'ils ne pouvaient pas voyager, puis ils passaient plus de temps à la maison. Il y a même des gens qui ont acheté des maisons plus grandes parce qu'ils s'attendent de passer plus de temps à la maison. Bon, ça, il y a eu tous ceux qui vendent des matériaux de construction. Ça a été un âge d'or. Ça a été l'âge d'or. Mais il faut faire attention parce que ça va revenir probablement à la normale. Mais il y a deux tendances qu'on voit là, qui vont persister. D'abord, l'achat local. Les gens sont de plus en plus friands d'acheter des produits qui sont faits localement. Vous le voyez, il y a beaucoup de gens qui s'annoncent comme entreprises canadiennes. Hein? On a vu ça sur certaines grandes chaînes d'ailleurs. Nous sommes proudly Canadian, on est fiers d'être Canadiens parce que les consommateurs recherchent ça. Deuxième chose, c'est qu'il y a un engouement pour les produits santé, pour les produits qui ont un impact, donc par exemple pour les produits bio, pour les produits qui n'utilisent pas de produits chimiques. On le voit, il y a vraiment une tendance de ce côté-là. C'est une tendance qui va persister. C'est pas une tendance qui va... C'est pas une mode, là. C'est pas une mode, c'est une tendance qui va persister. Donc, il y a beaucoup de potentiel dans l'achat local, beaucoup de potentiel du côté là, des produits santé. Donc, il y a peut-être une réflexion. On a parlé un peu plus tôt de réfléchir avant de poser des actions. Il y a peut-être une réflexion à avoir sur son offre. Ici, il y a une question très intéressante. On a longtemps parlé de just-in-time. On vous a dit, chers entrepreneurs, n'accumulez pas dans vos entrepôts, commandez jusqu'à temps. Il y avait des méthodes min-max. Quand tu atteins un minimum, tu recommandes. Mais là, tout à coup, il y a un stress là, sur l'approvisionnement. Stress
que tu as validées en disant c'est vrai qu'il y a des enjeux d'approvisionnement. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on se met à stocker parce que justement, il y a des enjeux d'approvisionnement, puis on retourne en arrière? En fait, c'est une excellente question Oui, parce que le just-in-time nous a mis dans le trouble pendant la pandémie. oui, Littéralement, parce qu'on était juste just-in-time, puis tout oui, était, vous savez, super organisé. oui. Sauf que quand la pandémie est arrivée, On il y a n'était pas prêts. il y a des entreprises qui ont arrêté de fonctionner pendant 2 mois, puis Oui. là, le just-in-time ne fonctionne plus. Mhm. Et on a encore des relents de ça. C'est encore beaucoup, très difficile dans certains secteurs d'obtenir des produits, surtout de l'extérieur, par exemple de la Chine. Donc, il faut, je pense que le just-in-time va revenir, mais pour l'instant, Mhm. il faut changer nos façons de faire. Donc, on stocke. On stocke On plus. stocke. Et c'est beaucoup ce que beaucoup d'entreprises Plus, font mais ça. pas trop. C'est ça le défi. Bien, c'est parce que Parce que ça coûte de l'argent. c'est de l'argent immobilisé. C'est ça. C'est ça. Mais il faut aussi regarder si on ne peut pas changer nos fournisseurs. Donc, on a beaucoup de clients chez nous qui vont regarder ailleurs qu'en Chine, par exemple, ou au Mexique, pour voir s'ils ne sont pas capables de trouver un approvisionnement équivalent, mais qui est un peu plus just on time, justement. Donc, il faut présentement, il Là, faut c'est- agir différemment. là, c'est ça. Donc, c'est une période de transition où là, on recommence à stocker, mais avec Mais modération. Modération, donc il faut faire attention, il faut connaître nos clients, il faut Ouais. essayer d'évaluer notre demande. Mais c'est clair que le just-in-time ne fonctionne pas présentement. Il y a beaucoup de problèmes de transport, beaucoup de problèmes d'approvisionnement. Les coûts de transport ont explosé. Donc, il faut avoir une stratégie aussi, peut-être de commander moins souvent pour mettre ça ensemble. Donc, c'est clair que ça change nos façons de faire. Là, il y a une question, j'étais sûre qu'on l'aurait. Je me demandais à quelle heure. Eh bien, on l'a maintenant. Comment une entreprise peut réduire son empreinte carbone? C'est une excellente C'est question. une excellente question. Il y a plusieurs façons. Il faut regarder. La première chose, qui est le plus facile, je dirais, c'est de réduire le gaspillage. Je ne dis pas le gaspillage dans le sens qu'on gaspille, mais quand on est capable de réduire les déchets ou le reconditionnement de nos pièces, par exemple, on réduit notre empreinte. Beaucoup sur l'énergie. L'énergie coûte cher, donc si vous êtes capable d'avoir une stratégie pour réduire votre consommation d'énergie, ça va réduire votre empreinte carbone. Le type d'énergie qu'on type utilise. Donc, d'énergie c'est la qu'on utilise. consommation et le type d'énergie. Mais je pense que d'abord, c'est de faire un bilan. Je pense qu'avant de se lancer dans toutes sortes d'actions, toutes les actions que tu dis, Pierre, sont excellentes, mais chaque entreprise n'a pas le même enjeu face à son empreinte carbone. Donc, pour la réduire, il faut d'abord la connaître. Donc, certains, ça va être la fabrication qui est une source, une grosse empreinte carbone. D'autres, c'est le transport. D'autres, c'est l'approvisionnement. Donc, je pense qu'on ne s'en sort pas. Il faut faire un bilan par quelqu'un de compétent, par une firme compétente qui va regarder, donc, quels sont les enjeux, à quel endroit je suis plus pollueur ou j'émets plus de gaz à effet de serre. Puis après ça, pour ne pas mettre son argent là où ça ne vaut pas la peine. Tout à fait. Et pour vous aider, on a publié un rapport sur cette question-là. Et j'ai montré un petit peu les résultats tantôt, là, très brièvement. Mais dans le rapport, on a un guide pour vous aider à prendre les différentes étapes, comment réduire votre empreinte sur l'environnement. Donc, le rapport est disponible, c'est gratuit, en français et en anglais, sur notre site Internet à bdc.ca. Et je vous invite à consulter le rapport. Au début, on fait le point sur la transition des entreprises. À la fin, vous allez voir, il y a un guide. Et on explique plusieurs étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à comprendre ça devrait être quoi la stratégie pour votre entreprise. Une autre question que j'attendais et on l'a eue, est-ce qu'on s'en va vers une crise des prix de l'énergie au niveau mondial? Je pense qu'il y a une inquiétude. Les gens regardent le prix à la pompe, ça les inquiète. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, on est en transition. Et il y a plusieurs pays qui ont décidé de réduire leur consommation, par exemple, de charbon, c'est le cas de la Chine, ce qui a fait exploser le prix du gaz naturel et ce qui a mis des pressions sur le prix de l'essence. Donc, pendant les prochaines années, il va y avoir beaucoup de volatilité. Probablement que ça va soutenir les prix à la hausse. Donc, il y a un peu une ironie là-dedans. On va utiliser de moins en moins de pétrole, mais le prix du pétrole va augmenter. Pendant la transition. Pendant la transition, parce qu'on a moins investi dans le pétrole au cours des dernières années, depuis 2014. Donc, ça fait en sorte que là, le prix du pétrole est élevé et il va demeurer élevé vraisemblablement. Donc, comme entrepreneur, si vous consommez beaucoup, soit le gaz naturel ou le pétrole, il faut
tenir compte du fait que ces prix-là vont rester élevés pendant quelques années, pendant cette transition énergétique qu'on vit, là. D'où l'intérêt de certains projets de biométhanisation, de génération d'énergie à partir de déchets. Pour certains secteurs, ça peut être intéressant de dire, bon, bien, si le prix des énergies traditionnelles augmente, est-ce que ça peut être intéressant de regarder comment je peux avoir de l'énergie par d'autres sources, peut-être? Tout à fait, ou utiliser moins d'énergie. D'abord, utiliser moins d'énergie, oui. On a vu des clients qui ont, par exemple, déménagé dans un nouveau building et ils ont installé des panneaux solaires sur leur nouveau building. Oui. Ils ont installé un système pour réduire leur consommation d'énergie. Donc, tu fais une pierre deux coups. Parce que, en fait, l'étude qu'on a faite, qui est sur Internet, démontre qu'on peut réduire nos coûts en portant attention à notre consommation. Oui. Donc, ça, c'est un des bénéfices là, de regarder à notre consommation d'énergie, à notre Absolument. consommation de différentes choses. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui bénéficient de ça en réduisant. Donc, il faut garder l'œil. Oui, les prix de l'énergie vont être élevés pendant la période de transition. Donc, c'est une bonne idée de regarder la ventilation de nos coûts d'énergie puis voir comment on peut peut-être revoir cette allocation-là. Tout à fait. Une autre question, on revient au commerce en ligne. C'est une grande préoccupation. On parle des grandes places de marché, Amazon pour ne pas le nommer. La relation entre Amazon et les PME, c'est un peu amour-haine. Hein? On rêve d'être là, comme pendant longtemps, on a rêvé d'approvisionner Walmart, mais quand on y est, on s'aperçoit que c'est ça. Là, on voudrait être là, mais en même temps, on ne veut pas être là. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, ça dépend beaucoup des produits qu'on a, de notre modèle d'affaires comme entreprise. Mais nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont du succès en ayant les deux, en vendant directement sur son propre site Internet. Puis évidemment, vos marges sont bien meilleures parce que vous ne donnez pas justement un pourcentage à Amazon, pour ne pas le nommer. Cependant, vous n'avez pas le reach, là, la portée. On n'a pas la portée que Amazon a. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont les deux. Parce que Amazon, pour la portée, ça vous donne accès à un marché beaucoup plus important, en sachant que, évidemment, à vos marges, il y a une partie de la marge qui est donnée à Amazon, mais en ayant son propre site et en bâtissant son site pour améliorer la portée. Et là, évidemment, vos rendements sont beaucoup plus élevés. Donc, ça dépend. Il n'y a pas une solution miracle ou une solution unique. Il y a une solution qui dépend du produit ou du service que vous vendez, de votre modèle d'affaires. Mais il ne faut pas, comment je dirais, ignorer Amazon. Ça peut être une bonne option pour plusieurs. C'est d'ailleurs une bonne option pour beaucoup de PME. Est-ce qu'on a d'autres questions de nos... je vois la question qui est affichée à l'écran, je l'ai déjà posée. Je demande à mes collègues, est-ce qu'on a d'autres questions qui nous viennent de vous, chers téléspectateurs? Gênez-vous pas. On en a parlé juste avant, pendant qu'on faisait la répétition. Est-ce que tu vois des opportunités? On avait parlé du reshoring, genre avec la pandémie, tout ce qui était parti va revenir au pays. Est-ce qu'on voit des opportunités de remplacer les importations? Je pense que vous avez fait une étude. Oui, on a fait une étude là-dessus parce que, souvenez-vous, au début de la pandémie, on pensait qu'on achèterait beaucoup plus localement, beaucoup moins de l'étranger. Ça ne s'est pas réalisé jusqu'à maintenant. Après que les pays comme la Chine ont réouvert, on a vu qu'on a recommencé à acheter beaucoup de l'étranger. Donc aujourd'hui, là, 1 an après le début de la pandémie, les choses n'ont pas changé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités. Il y a des opportunités parce que les coûts dans les pays à bas coût, comme la Chine, augmentent beaucoup. La pandémie a fait exploser les coûts dans plusieurs secteurs. Donc, ça veut dire que la raison pourquoi on allait à l'étranger, qui était souvent des coûts moins élevés, peut-être qu'on peut remplacer ces intrants-là par des intrants qui sont faits au Canada. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais la réalité, jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas passé. Pierre, c'était la dernière question. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu aimerais ajouter un dernier conseil? Parce qu'on a dit beaucoup de choses à nos chers entrepreneurs. Alors, est-ce que tu as quelque chose, un message que tu aimerais leur communiquer? Bien, en fait, peut-être d'abord, je veux souligner que, comme économiste, on a été très impressionnés par la résilience des entreprises. La crise en passé a été très difficile. On se souvient, une bonne partie de l'économie a été fermée. On a vu beaucoup d'entreprises s'ajuster et on était très impressionnés par ça.
Je pense que les entreprises ont été très résilientes. Ils n'ont pas hésité à investir en technologie. Ils n'ont pas hésité à changer leur modèle d'affaires pour s'ajuster à la réalité. Donc aujourd'hui, 1 an et demi après, l'économie va beaucoup mieux. Les entreprises vont beaucoup mieux, mais il reste encore des enjeux. La voiture a été réparée, mais il reste encore beaucoup de bruit, beaucoup d'obstacles sur la route. Donc, mais le pire est derrière nous. Dans les prochains mois, dans les 2 prochaines années, on s'attend à une croissance forte. Et à mesure qu'on va s'éloigner de la pandémie, les enjeux, par exemple, d'approvisionnement devraient se régler. Mais donc, il ne faut pas oublier qu'on est dans un nouvel environnement d'affaires. Donc, il faudra s'ajuster. Le défi numéro 1, ce sera la pénurie de main-d'œuvre à cause de notre vieillissement de la population. Bien, merci, Pierre. Je vous invite à visiter le site de la BDC, donc bdc.ca événements, pour voir quels sont les autres événements pendant cette semaine de la PME. De plus, vous pouvez télécharger la plus récente étude de BDC qui s'intitule « Comment s'adapter à la pénurie de main-d'œuvre » sur la page d'accueil de bdc.ca ou dans la liste de ressources qui apparaît à votre écran pour en savoir plus sur tous les sujets dont on a discuté, Pierre et moi, aujourd'hui. Je te remercie encore une fois, Pierre, de ta disponibilité et je vous remercie tous et toutes pour votre temps et votre participation et je vous souhaite une belle journée.